Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S207 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 1er avril 2021. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO pour cette première masterclass avec le photographe Quentin Caffier. Nous vous proposons donc aujourd'hui une initiation au portrait en studio. Quentin est un photographe avec une très grande expérience du studio et il va nous partager de nombreux conseils pour se lancer dans cette pratique qui fait tant rêver de nombreux photographes. Alors en guise de préambule, je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Pierre-Anthony Allard qui pendant 20 ans, de 1983 à 2007, a été le directeur artistique du légendaire studio Harcourt. Il nous raconte la création du studio et comment est né cet éclairage si particulier qui a sublimé en noir et blanc les plus grandes célébrités de ce monde. On l'écoute. Le studio Harcourt a été créé par une femme et 2 hommes, 2 patrons de presse en 1934. C'étaient des gens qui avaient une couverture, médiatique par les journaux assez importante et une femme qui ressemblait à Coco Chanel qui leur a dit: «Mais pourquoi pas photographier des particuliers en ayant photographié des stars avant». Aujourd'hui, on parle d'une photo Harcourt parce que c'était les seuls à avoir l'hégémonie de toute la population, artistique, de l'époque, Cocteau, enfin, je pourrais même pas les citer et donc ils avaient cette notoriété par cette femme qui arrivait à faire venir toutes ces idoles, tous ces acteurs, ces actrices. Quelle est la lumière de 1934? Elle est issue effectivement de l'expressionnisme du cinéma. Il ne faut pas séparer cette lumière Harcourt de la culture cinématographique. En 1934, on n'utilise que des projecteurs dans les tournages de films. Ce sont des Fresnel, ce sont des lumières continues, parce qu'il n'y a pas de flash encore à l'époque. Et les photographes se sont formés à cette lumière. Comment? Eh bien, tout simplement en étant photographe de plateau, c'est-à-dire faire la photo de la scène une fois qu'elle était terminée. Mais ce qui était génial pour ces photographes, c'est que ce n'était pas eux qui composaient cette lumière, c'était le chef opérateur du film. Donc ils se sont formés avec ces gens-là et donc au studio Harcourt, on, cooptait des photographes qui venaient du cinéma, les photographes de plateau. Cette lumière existait aux États-Unis, c'était les outils qui étaient utilisés à cette époque et la richesse de cette, envie de sublimer, les gens. Alors maintenant, Pierre-Anthony, il a créé son propre studio dédié au portrait qui s'appelle le Studio Allard et qui est situé dans le 18e arrondissement de Paris. Et si l'histoire du studio Harcourt vous intéresse, il a publié un livre qui s'appelle Mes années Harcourt aux éditions Le Pasteur, qui raconte toute l'histoire de son passage dans cette institution française de la photographie. Alors, Quentin, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un bon portrait? Waouh! Alors, pour commencer, ça me paraît C'est une difficile, masterclass, mais hein, donc voilà. c'est challenge. Ouais. Qu'est-ce que c'est un bon portrait? Je pense qu'en priorité, un bon portrait, c'est un portrait qui va faire ressentir une émotion. Et cette émotion, en fait, c'est pour moi la chose la plus difficile quand on est photographe, c'est de réussir à créer cette espèce d'émotion entre le photographe et son modèle. Un bon portrait, c'est pas forcément un portrait qui est bon techniquement. Par exemple, quand vous êtes photographe à Cannes et que vous photographiez des stars, vous avez un quart d'heure dans un couloir avec pas de lumière. Donc, faut pas s'attendre à avoir quelque chose qui est techniquement parfait. Par contre, réussir à créer très rapidement une connivence avec la personne qu'on photographie, je pense que c'est en priorité ça qui fait un bon portrait. On a entendu le témoignage de Pierre-Anthony Allard, donc du studio Harcourt, enfin qui a bossé au studio Harcourt. Il y a l'école Harcourt. Il y a d'autres écoles de portraits comme ça qui te viennent à l'esprit? Est-ce qu'il y a des styles caractéristiques de portraits? En tout cas, le studio Harcourt, c'est sûr que c'est assez écrasant, hein. Moi, quand j'ai commencé la photo, je fais partie d'une génération qui a fait la bascule entre l'argentique et le numérique. Et donc, mes premières amours en photo étaient plutôt les photos argentiques. Et donc, clairement, le studio Harcourt, c'était à l'époque le truc qu'on devait tous connaître. On avait tous envie, plus ou moins, de faire cette espèce de noir et blanc très particulier.
Et les autres portraits, je les ai découverts un peu plus sur le tard. Par exemple, les mises en scène un peu plus fantasques d'Annie Leibovitz, qui, en plus, je pense à Annie Leibovitz parce qu'elle est aussi liée à l'histoire du cinéma. Elle a fait beaucoup de portraits d'acteurs, souvent sur des plateaux, etc. Mais qui s'en rapprochent assez finalement quand on analyse un peu. Et puis après, évidemment, il y a tous les portraits de presse dans lesquels la manière dont la prise de vue est faite n'a rien à voir. Souvent, le temps n'est pas le même, on n'est pas isolé dans un espace. Je parlais tout à l'heure justement de la photo Cannes. Donc ça, c'est une autre école. La Chapelle, par exemple, tu le mets où là-dedans ? La Chapelle, c'est quelqu'un qui a travaillé un peu dans la mode, qui a travaillé un peu dans le... Je trouve que dans La Chapelle, il y a cette espèce de réinterprétation d'un personnage, parce qu'en fait, lui, il va prendre une personne, il va le mettre en scène dans son univers à lui, et pour moi, c'est presque plus un metteur en scène, même s'il a en plus sa lumière très reconnaissable, son univers très reconnaissable, mais je trouve que lui, il a une approche du portrait qui est moins de « on va reconnaître la personne » et plus de « on va co-créer ensemble une image ». Qu'est-ce que tu veux faire passer dans tes portraits ? S'il y a un message d'ailleurs, tu parlais d'émotion, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis ? Parce qu'une émotion, quel type d'émotion ? Qu'est-ce que tu cherches à véhiculer à travers tes images ? Je pense que, alors là pour le coup, si tu veux, la différence entre un portrait et une image de mode, comme moi j'ai eu l'occasion d'intervenir dans les deux, c'est que dans un portrait, tu mets quand même la personnalité en avant. C'est-à-dire qu'en fait, si tu choisis, même quand c'est toi qui choisis le portrait, c'est-à-dire, ça m'est arrivé plein de fois de dire j'ai tel artiste, vraiment j'aime bien cet artiste, je vais lui proposer de faire une photo. Et le fait que ce soit lui, ça prend un sens particulier. Et donc du coup, je peux pas vraiment dire j'ai envie de parler de telle émotion. Ça dépend de la personne que je vais photographier. Il y a des personnes, je trouve, qui dégagent une énergie, donc j'ai envie de montrer quelque chose de joyeux, un peu fou, etc. D'autres personnes qui vont avoir une certaine sagesse. Un exemple tout bête, c'est j'avais photographié un journaliste que j'aimais bien, qui s'appelait Serge Moati. Et c'est un monsieur qui est assez âgé. Super réalisateur de documentaire. Ouais. Qui est aussi réalisateur de documentaire. Et surtout, moi, j'écoutais, il avait une émission politique tous les dimanches quand j'étais plus jeune. Et j'aimais bien l'écouter. Et c'est un mec extrêmement espiègle. En fait, quand tu discutes avec lui, c'est pas quelqu'un de sérieux. Il est tout le temps en train de repousser ses invités dans leur retranchement. Et c'est ça que j'ai voulu relancer. C'est ce côté assez jeune, un esprit un peu très vivace. Donc là, c'est cette émotion-là que je vais essayer de capturer. Et si tu devais définir ton style, exercice un peu périlleux, faire ton autoportrait ? Je pense que mon style, j'essaye en tout cas d'avoir une approche un peu plus expérimentale, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien la réinterprétation plastique que permet la photo, c'est-à-dire pas avoir quelque chose qui est uniquement documentaire, mais au contraire, avoir une marque, ça peut être justement... En ce moment, je travaille beaucoup, par exemple, sur le mélange entre le flou et le net, et ça me permet, en mélangeant des sources continues et des sources flash, d'avoir des filets, des flous de bouger, et de donner une impression de mouvement. J'ai commencé à travailler là-dessus parce que c'est quelque chose qui n'existe que en photographie. On peut pas avoir des flous de bouger en vidéo. Enfin, on peut avoir des flous de bouger, mais on peut pas comme ça mélanger des filets en vidéo, par exemple. Et je me suis dit que c'était une manière de travailler justement l'impression de mouvement et la vivacité des personnes que je photographiais. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des danseurs et des danseuses, donc ça m'aide aussi à essayer de leur donner un body language, enfin d'avoir une émotion qui parle pas que par le visage, mais aussi par leur position, par la manière dont je vais mettre leur corps, par les mouvements que je vais leur demander de faire. Donc voilà, aujourd'hui je dirais que c'est ça. Et puis souvent on m'associe à la couleur parce que paradoxalement, moi je viens plutôt de la photo argentique noir et blanc, c'est vraiment mes premiers amours, c'est ce que j'ai fait beaucoup quand j'étais à l'école, je travaillais que en argentique et beaucoup en noir et blanc, et quand j'ai commencé à faire du numérique et de la couleur, je voulais pas juste être le mec qui fait du noir et blanc et qui veut refaire la même chose en couleur. J'ai commencé à me dire non mais il y a un vrai langage sémiologique par rapport à la couleur, et donc non seulement j'ai commencé à mettre des fonds colorés, mais en plus j'ai beaucoup teinté mes lumières. Donc c'est vrai que ça donne des images qui peuvent être parfois très saturées, assez complexes, qui s'inspirent pas mal de la pop culture, de vieux films de science-fiction, de choses comme ça. Et du coup, ça se ressent dans mes portraits. Et en l'occurrence, je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas encore posée, c'est que du coup, ça pose la question de est-ce qu'un photographe de portrait, il doit d'abord faire reconnaître la personne qui photographie, ou est-ce qu'il doit aussi y mettre son style ? Par exemple, dans le cas de David Lachapelle, on reconnaît quasiment une photo de David Lachapelle avant de reconnaître la personne qui est prise en photo. Ça aurait pu être la réponse à qu'est-ce qu'un bon portrait, finalement.
Je sais pas si ça rend le portrait meilleur. Je pense que, tu vois, on parlait À d'école. tes yeux, en tout cas, aux yeux de celui qui l'a fait. Ouais, mais en fait, on parlait d'école photographique. Moi, ce qui m'intéresse sur le portrait, c'est qu'il y ait une rencontre artistique entre deux personnes. Quand on est musicien, on se pose pas trop la question. On peut, par exemple, avoir une super image, un super projet en disant moi j'aime bien ce que tu fais en musique, toi t'aimes bien ce qu'on fait, on fait un duo. Ça n'existe pas trop en photo parce que les photographes peuvent difficilement travailler en duo. Par contre, ce qui nous reste, c'est des vraies collaborations artistiques. Ça m'a amené moi à travailler avec des musiciens par exemple, et en fait c'est super parce que eux ils vont avoir un univers musical et moi j'ai une liberté créative de leur proposer une déclinaison visuelle de leur univers musical, et ça c'est un type de portrait que vraiment j'adore faire. Alors évidemment, quand on parle de portrait, il y a une notion qui est fondamentale, c'est la relation qui existe, qui doit exister entre le photographe et son modèle. Alors avant qu'on en discute tous les trois sur cette thématique-là, je vous propose d'écouter le témoignage d'une photographe qui s'appelle Hélène Dourlian, qui est spécialisée dans la photo de boudoir et ce qu'elle appelle la photothérapie. Elle nous explique comment elle aborde les choses avant et pendant la prise de vue avec ses modèles. On l'écoute. Pour moi, mon boudoir que je fais, c'est de la photothérapie. Je travaille qu'avec des femmes. Quand elles font appel à mes services, derrière, il y a toujours des mots. MAUX. Par exemple, ça peut être de la violence psychologique, ça peut être des attouchements, ça peut être un viol, ça peut être la maladie, un cancer. Moi, je peux pas m'attaquer au côté psychologique, donc ça, je laisse au thérapeute s'en occuper, c'est pas mon domaine. Mais j'ai remarqué que quand on travaille l'image du corps sur une femme, ça nous permet de reprendre confiance en nous. À mes yeux, quand on porte des vêtements, on se met une espèce de... Enfin, on est quelqu'un d'autre, voilà. Et quand on est en lingerie ou en nudité, on est nous-mêmes, en fait. On est vraiment face... Enfin, en tout cas, voilà, on est nu. Donc, du coup, je trouve que, voilà, on se révèle plus facilement quand on est nu. Ce que j'essaye de révéler, c'est leur véritable personnalité. Parce qu'on a toujours une facette qui est un peu cachée de nous et que c'est notre vraie valeur et elle est souvent cachée. Donc, du coup, c'est celle-là que je vais chercher. Je reçois en home studio. Je reçois pas, enfin, je vais pas chez les gens, je les reçois chez moi parce que j'aime bien créer un petit univers cocooning assez apaisant. Je travaille en lumière naturelle à 90% du temps. C'est souvent dans une pièce intimiste. Ça peut être dans une chambre, ça peut être une salle à manger. Déjà, moi, il y a un truc qui est hyper important, c'est le rendez-vous téléphonique. On va pas mal échanger. Je vais avoir besoin de savoir où elle a ses complexes, ce qu'elle a envie de mettre en valeur, ce qu'elle déteste. Moi, ça va être mon premier fil conducteur en fait. Je vais vraiment lui expliquer comment je vais travailler, donc je la rassure au maximum. Donc en fait le jour J quand elle vient, j'essaye de tout de suite, que je vois qu'elles sont hyper stressées en fait, je ressens et du coup j'essaye de les mettre à l'aise. On va papoter devant un café, un thé, ça dépend si je fais appel à une maquilleuse ou pas. Je crois que ça se fait vraiment quand on commence à sélectionner les ensembles ensemble. J'impose rien en fait. Je leur dis de venir avec tout ce qu'elles aiment. Et puis là, il y a déjà une première relation qui va se mettre en place en fait. Ça se fait vraiment tout doucement. En règle générale, je leur demande de de venir avec un ensemble où elles se sentent super à l'aise. Et on va commencer avec ça. Et au fur et à mesure que je la rassure, que je la guide, oui, parce que ça, c'est vrai, je la guide énormément. Alors, je vais pas montrer, par exemple, une image pour lui dire, voilà, tiens, reproduis ça. Non, parce que je m'adapte aussi à sa morphologie, à son caractère. C'est peut-être une femme timide, donc il y a des poses que je vais pas faire tout de suite. Donc, en fait, je m'adapte vraiment à ce que je ressens aussi. Ça, c'est super important. Je montre beaucoup mes photos. Je suis quelqu'un qui a aucun souci pour montrer mes photos pendant mes séances. Donc, à chaque changement de pose, on prend quelques, on va dire quelques secondes, pour analyser ce qu'on vient de faire, pour qu'elle puisse me dire ça j'aime pas ou ça j'aime, etc. Et puis pour me guider si elle veut qu'on aille plus loin, peut-être sur des poses plus sexy ou voilà, ça dépend de vraiment qui j'ai en face de moi aussi. Alors si vous voulez en savoir plus sur le travail d'Hélène et sur sa photographie de boudoir, comme elle l'appelle, elle vient de publier un ouvrage qui s'appelle Les secrets de la photo de boudoir aux éditions Erol. Alors on l'a bien entendu, évidemment, c'est une démarche photographique et de portrait bien particulière. Toi, Quentin, comment tu travailles avec tes modèles? Quel type de relations tu essayes de mettre en place? Comment tu les diriges? Alors c'est vrai que quand je suis en studio, je pense qu'elle a dit quelque chose, Hélène, qui est très vrai, c'est le temps qu'elle passe avant
de prendre des photos, c'est-à-dire prendre un café, discuter, essayer par exemple de regarder les tenues, parce que ça arrive souvent, soit j'ai par exemple des gens qui vont venir avec leur propre tenue, ou alors il y a une styliste qui est venue apporter des tenues, et commencer ensemble à co-construire les images et à dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est un temps qui est extrêmement important pour créer justement cette relation qui va ensuite mettre la personne en confiance. Il y a quelque chose de... Entre photographier quelqu'un, là, le cas d'Hélène, elle photographie des gens qui n'ont pas l'habitude d'être pris en photo, donc qui ont besoin d'être rassurés, qu'elle doit emmener. Moi, c'est un peu différent dans le sens où j'ai souvent des personnes qui ont l'habitude de faire des photos, et ce qui est difficile, c'est qu'eux ne soient pas dans une routine. C'est-à-dire qu'ils font énormément d'images, donc en fait, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont faire quelque chose avec moi qui n'est pas ce qu'ils font d'habitude. Et donc, pour les sortir de leur zone de confort, il y a plein de techniques. Ça peut être justement par la technique de lumière, ça peut être par le fait de les faire bouger, ça peut être par la discussion qu'on va avoir. Ou par exemple, je vais leur dire, moi j'ai cette vision-là de toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça t'intéresse qu'on aille dans cette direction-là ? Et ça, c'est d'ailleurs même des choses qui peuvent commencer avant la séance photo, en fait. Hélène nous disait qu'elle montrait ses images au sujet qu'elle va photographier. Toi, tu montres ton travail ou justement pour les sortir un peu de la zone de confort ou pour les surprendre ou pour aller vers autre chose, tu ne les montres pas? Alors, je les monte assez facilement, j'ai pas vraiment de problème avec ça. En studio, on travaille souvent en connecté. Donc en fait, on va avoir l'appareil qui va être branché sur un ordinateur avec un écran de retour. Ça m'arrive assez régulièrement d'orienter l'écran de retour justement vers la personne pour qu'il voit un peu au fur et à mesure. Et puis, je le fais à partir du moment où je suis content des réglages, c'est-à-dire je suis content de la lumière, je suis content de ce qui commence à arriver. Et là, je vais lui tourner. Au tout début, quand je suis plutôt en expérimentation, je préfère pas lui montrer parce que si au début, elle aime pas ce qu'elle voit, je dis la personne, ça peut être un homme, bien sûr, mais si la personne que je photographie n'aime pas ce qu'elle voit, elle risque de se crisper un peu. Donc j'attends quand même d'avoir un résultat pas mal et après, je le partage. Et ça, c'est vraiment un avantage qu'a eu le numérique, c'est que sur un argentique, c'était absolument impossible de montrer. Et il n'y avait pas ce côté un peu itératif où je peux lui dire, par exemple, regarde, tiens, cette pose-là, j'aime bien. Ça, je trouve que ça fonctionne moins bien dans ce qu'on veut dire. Est-ce qu'on peut essayer de retravailler plutôt dans cette direction-là ? Tout ça, c'est ce qui fait que le studio est vraiment un endroit tout indiqué pour pratiquer le portrait. Qu'est-ce qui fait que le studio est incontournable pour un portraitiste ? Le studio, c'est un environnement contrôlé. Alors, c'est à la fois très bien parce que ça donne une incroyable liberté de création. On peut quasiment tout refaire en studio. Mais ça a aussi une difficulté, c'est que quand on commence, on arrive dans un espace qui est nu. Il n'y a pas grand-chose auquel se raccorder. Quand vous faites des portraits dans un environnement, en fait, on peut, par exemple, mettre en valeur un bel intérieur ou mettre en valeur un paysage dans lequel on va faire ce portrait. Là, en studio, on commence avec rien. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une idée très claire de ce qu'on veut avant d'arriver sur le plateau. Avoir fait des moodboards, avoir réfléchi à quelle couleur on voulait, quelle lumière on voulait, quel type de pose on veut, quel type de tenue on veut, qu'est-ce qu'on va faire comme maquillage et comme coiffure. Et donc toute cette préparation-là, elle permet d'avoir une liberté de création qui est quasiment absolue. C'est quoi l'importance de la lumière dans un portrait ? Alors évidemment, quand on est en studio, on a cette capacité de la modeler ou de la construire. Quelle importance tu accordes, toi, à la lumière ? La lumière, elle permet de réinterpréter énormément une personne, que ce soit sa silhouette, que ce soit la forme de son visage. La manière dont on va traiter sa lumière peut permettre de redessiner complètement quelqu'un. Si je veux donner un aspect un peu dur, un peu agressif, ou par exemple, on va plutôt mettre des lumières en douche, de manière à marquer les volumes, de manière à marquer par exemple les arcades sourcilières ou cacher les yeux dans l'ombre ou des choses comme ça. Si je veux quelque chose de plus doux, je vais au contraire rapprocher ma lumière de l'axe optique. Et donc par rapport à l'émotion qu'on veut faire passer, la lumière peut avoir énormément d'influence. Pour moi, elle est vraiment primordiale quand on commence à faire une image. L'effet secondaire en fait de ça, c'est qu'il n'y a pas une lumière de portrait qui fonctionne. Quand je faisais des workshops, je montrais plusieurs types d'éclairage, mais en fait, ça n'existe pas un éclairage que vous allez pouvoir refaire sur n'importe quelle personne et qui sera beau à chaque fois. Il y a des gens qui seront mis en valeur par une lumière un peu dure parce que ça va faire ressortir les angles de leur visage et ça va leur donner un aspect dynamique, puissant, etc. Il y a des gens au contraire sur lesquels ça va faire ressortir des défauts qu'on essaye plutôt de gommer. Donc, une des premières choses à faire avant même de commencer à sortir tout son éclairage, c'est d'étudier le visage et la silhouette de la personne dont on fait le portrait et de construire sa lumière et son ambiance en fonction de ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas commencer finalement par la lumière naturelle, même en studio,
et progressivement mettre de l'éclairage. Et pour des débutants, quel serait le minimum pour commencer en termes d'éclairage? Qu'est-ce que tu conseillerais, le setup de base? T'as raison déjà sur le côté lumière naturelle, c'est vrai que ça c'est très bien. Après, la lumière naturelle, moi je trouve que ça veut un peu tout et rien dire parce que entre une lumière qui a été diffusée à On va dire travers lumière un rideau- disponible. Oui, voilà, la lumière disponible, tu la contrôles pas, mais déjà ça te permet de voir et de regarder la personne. Mais avant même d'avoir ton appareil photo, hein, tu regardes les gens en fait. Tu les fais évoluer. Moi, ça m'arrive de temps en temps de faire tourner, de placer une lumière, de tourner. Alors d'ailleurs, c'est toujours un peu perturbant parce que ça fait que je regarde la personne que je photographie, pas avec le regard de quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre, mais presque d'un objet que je suis en train de mettre en lumière, ce qui peut être assez perturbant. Pour commencer, je dirais justement, le piège, c'est d'essayer de mettre plein de sources différentes pour avoir une lumière qui est très complexe. Par exemple, une lumière à la Harcourt, etc. Je commencerai pas par ça, je commencerai par une seule source, qui peut être avec un accessoire, une boîte à lumière, qui peut être un parapluie, qui peut être un bol beauté, qui sont des accessoires qui sont pas très chers, assez faciles à se procurer et assez faciles à utiliser, et à regarder tout ce qu'on peut obtenir rien qu'avec cette même source en fonction de comment on le positionne. Est-ce qu'on le met loin du sujet? Est-ce qu'on le met proche du sujet? Est-ce qu'on le met proche de l'axe optique, loin de l'axe optique? Est-ce qu'on le met en hauteur? Est-ce qu'on le met à hauteur? Rien qu'en travaillant là-dessus avec le même accessoire, on peut avoir des rendus extrêmement différents. Et je trouve que ça, c'est déjà un excellent exercice pour comprendre comment la lumière, elle va remodeler justement la silhouette et le visage. Alors on va parler un peu maintenant du cadrage en lui-même des portraits. Est-ce que tu peux nous expliquer, Quentin, quel est un peu le rapport entre la focale, et les perspectives et les intentions de rendu quand tu fais un portrait? Comment tu réfléchis à ce niveau-là? Je pense que, à mon sens, la focale reine du portrait, c'est le 85 mm. Parce qu'en fait, on est sur une focale qui est un peu longue, qui permet d'avoir des plans rapprochés. Mais moi, j'aime bien aussi utiliser des focales longues de très loin. Donc, c'est vraiment la focale reine parce que elle va permettre de limiter les déformations. Le 85, en plus, souvent, c'est des focales qui sont proposées avec des grandes ouvertures qui permettent d'avoir du bokeh, du flou d'arrière-plan, toutes des petits gimmicks visuels qu'on aime bien dans le portrait. Après, ça dépend un peu de l'environnement parce que moi j'utilise beaucoup le 85 en studio, mais quand je vais être en décor naturel, j'aime bien avoir des focales un peu plus courtes comme le 50 ou voire le 35. J'aime beaucoup le 35 parce que le 35 mm permet d'intégrer un personnage dans son environnement. C'est un peu plus large, donc on va voir dans quelle ambiance, dans quel décor la personne se situe. Ça dépend aussi du type de cadrage qu'on veut faire, c'est-à-dire que je vais utiliser le 85 mm plutôt sur des cadrages assez serrés pour me concentrer sur l'émotion, donc sur le visage, sur l'expression du visage. Et puis je serai plutôt au 50 quand je vais m'éloigner un peu et que je veux avoir un portrait, alors, quelque chose qu'on appelle le portrait de mode, qui est en fait, en général, c'est une séance de mode, mais fait avec une célébrité. Et donc là, on va montrer les vêtements aussi, et donc le 50 mm, ça marche bien pour ça. Et tu descends jamais en dessous de 35, tu vas pas sur la déformation assumée, parfois le portrait de près, un peu cash, 24, 28 mm. Ouais, c'est un gimmick qui est utilisé, mais moi, à titre personnel, je l'utilise pas trop. J'ai plutôt tendance à utiliser des focales longues. Pendant très longtemps, je shootais quasiment tout au 200 mm. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que au fur et à mesure de ma pratique, j'ai élargi le spectre des focales que j'utilisais. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'aurais jamais utilisé autre chose qu'un 85 sur un portrait. Et puis en fait, à force de voir des environnements différents, à force de réfléchir à avoir des images qui sont pas toujours les mêmes, parce qu'il n'y a rien qui m'exaspère le plus qu'un espèce de protocole qu'on va réappliquer en permanence sans essayer de s'adapter à la spécificité de la personne qu'on photographie ou de la situation dans laquelle on est, et ben j'ai commencé à élargir un peu les spectres des focales que j'utilise et je suis descendu jusqu'au 35. Le 24, je l'utilise pas mal en ce moment pour un projet que je suis en train de faire, qui est un projet d'exposition, mais parce que je suis dans des environnements qui sont très exigus, et en fait là j'utilise le 24 parce que j'ai pas vraiment le choix. Mais ce côté 24 mm de près, des formations un peu cartoon, ça a jamais été dans mon univers, dans mes références en tout cas. Tu nous parlais tout à l'heure de ton intérêt pour le flou. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à obtenir dès la prise de vue avec par exemple un 85 ultra lumineux? Tu as un R5, je ne sais pas si tu as par exemple le 85 1.2 qui est quand même assez fabuleux là, en monture RF. Ou est-ce que tu vas travailler pour l'obtenir en post-production? Quel est ton rapport au bokeh? Alors, je n'ai pas trouvé de bonne manière d'avoir un bokeh correct en post-production.
pour plein de raisons. Parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui des plugins qui permettent justement d'avoir ce flou, mais la transition du flou au net, je la trouve jamais satisfaisante. Même avec des capteurs de profondeur comme ce qu'on fait aujourd'hui sur les smartphones, je trouve qu'il y a un rendu qui... J'allais te parler des élans marketing d'Apple et de leur fameux bokeh bullshit là. Ouais, mais parce qu'en fait, je pense que le rapport au bokeh, vous aviez fait un super épisode sur les optiques à grande ouverture, justement en parlant de ce bokeh. Alors moi, j'ai pas le 85 RF, j'utilise encore le 85 1.2 EF, qui est une optique que j'adore, qui est une optique qui a des défauts, qui a un fonctionnement un peu bizarre. Il faut qu'elle soit alimentée pour que le focus manuel fonctionne. Enfin, on a l'impression d'une conception un peu à part, et en fait j'adore utiliser cette optique. Par contre, ce que je trouve très intéressant, tu parlais du bokeh, c'est que là sur le RF, Canon propose à la fois un bokeh net et un bokeh flou. Alors c'est hyper difficile à décrire, mais en gros... Ah oui, là. Là, tu nous as perdu. Ouais, en fait, ils ont une variante qui s'appelle le soft bokeh, donc il y a 2,85 mm en RF. Et donc le bokeh, on voit, c'est ces petits disques lumineux qui sont produits par une source de lumière qui n'est pas à la mise au point. Et en fait, le classique, ça fait des petits ronds lumineux qui sont nets. Et le soft bokeh, en fait, il y a ces ronds lumineux, ils sont légèrement flous. Alors c'est hyper difficile à décrire, il faut vraiment aller regarder ce que ça donne, le 85 mm soft bokeh. Mais je trouve ça assez fun de se dire, ah tiens, je vais proposer cet outil en plus de création. Après, quand on parlait du flou, je vais utiliser aussi bien du flou de mise au point, c'est-à-dire avoir une faible profondeur de champ, qui est parfois quelque chose de très pratique quand on est dans un environnement qu'on ne contrôle pas, pour justement essayer d'isoler son sujet. Si vous êtes, par exemple, vous allez faire un portrait sur un festival, parfois l'arrière-plan est moche, la lumière est pas belle, et donc c'est une bonne occasion d'isoler le sujet de son arrière-plan. Mais je travaille aussi pas mal sur le flou de bouger, et donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire en post-production. De manière générale, j'aime bien faire des effets directement à la prise de vue parce que ça permet de le montrer directement à la personne qu'on photographie, qui n'est pas toujours capable de se projeter sur l'idée qu'on va avoir si on doit tout refaire en post-prod. Et du coup, pour quelqu'un qui débute, tu lui conseillerais de justement plonger dans cet exercice de style, de la faible profondeur de champ pour mettre en valeur son sujet, ou au contraire tu lui dirais essayons pour démarrer d'utiliser peut-être une ouverture un peu plus moyenne pour avoir une super qualité optique absolument partout et déjà essayer de construire des images comme ça? Alors je pense que la question de savoir comment tu vas ouvrir, si tu veux travailler à grande ouverture ou si tu veux au contraire fermer, elle n'est pas que liée à cette question de netteté et de qualité, elle est aussi liée au cadrage. En fait, quand tu es à faible ouverture, tu n'as pas besoin d'être aussi rigoureux sur ton cadrage, parce que ton arrière-plan, tu peux un peu le flouter. Dans certains cas, on peut même considérer que c'est presque un cache-misère. Et finalement, faire une image nette, ça oblige à être beaucoup plus précis sur son cadrage, parce que il faut vraiment bien positionner son sujet dans l'environnement. Donc, j'aurais tendance à dire, si on est dans une démarche d'apprentissage, si on est dans une démarche où on cherche à s'améliorer, essayer de ne pas tout de suite utiliser la faible profondeur de champ, ça peut être aussi une manière de s'améliorer dans ses cadrages. Ça ne veut pas dire de s'interdire de l'utiliser, mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit systématique, et il faut aussi être capable de se dire, ok, là je suis dans un bel environnement, je vais plutôt essayer de bien positionner mon sujet dedans, plutôt qu'essayer de tout flouter en fait. Ok, alors c'est super ce que tu nous racontes. Bon, on a parlé un petit peu des optiques que tu connais, hein, les optiques Canon, mais il n'y a pas que des canonistes qui nous écoutent. Zoom, focale fixe, ça je pense que c'est pas vraiment un débat, ça dépend un peu des goûts et des possibilités de chacun. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'objectif qui serait bien adapté au portrait, peut-être Benjamin, dans d'autres marques, chez Nikon, Sony, Lumix? Qu'est-ce que proposent Sigma et Tamron en la matière? C'est intéressant ce que nous a dit Quentin par rapport à sa gestion du flou, et notamment du flou de bouger, ce qu'il souhaite obtenir dès la prise de vue aussi, et d'aller vers des focales fixes lumineuses. Donc d'emblée, on va plus aller vers des focales fixes, même s'il existe des zooms ultra lumineux, hein, ouais. Notamment Sigma en monture réflexe. Mais bon, si on part sur les focales fixes ultra lumineuses, l'optique de rêve, ça va être évidemment le Nikon
Noctilux 58 mm 0,95 qui est notamment conçu pour la vidéo. Donc ça va être un petit peu le Graal ultime, mais réservé à des happy few. Donc on va pas s'arrêter là-dessus. On voit que récemment Sony a sorti un 51.2. Donc il semble s'orienter vers ça. On pensait que la monture pouvait être restrictive au niveau des ouvertures. C'est pas le cas. Donc est-ce qu'ils vont bientôt sortir un 85.1.2 ? On peut le penser, on peut l'imaginer. C'est pas interdit. Donc chez Canon, on en a parlé. Il y a ce qu'il faut. Chez Nikon, on trouve aussi une gamme de focales fixes lumineuses, mais j'ai envie de mettre l'accent moi aussi sur les optiques à 1.8. Il y a des 35-1.8, il y a des 85-1.8. On en a chez Tamron, par exemple, aussi en réflexe. On a les qui sont à la fois lumineux et stabilisés. Ils ont un 85-1.8, par exemple, stabilisé optiquement. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour ma part, il y a des optiques que j'aime en portrait, même si je ne suis pas, moi, un portraitiste comme Quentin, c'est les focales macro. Alors, on peut dire que parfois, la macro va desservir certains types de peau parce qu'on va mettre l'accent sur des détails ultra piqués, ça va pas le faire. Mais par exemple, le Sigma 105 macro DGDN, là, en monture hybride, monture L et E, c'est une optique qui est fantastique. Et pour faire des portraits de mains, de dieux, enfin des portraits très, on va dire, focalisés, je trouve que c'est assez intéressant. Donc finalement, tous les constructeurs à l'heure actuelle proposent des optiques relativement abordables à 1.8 et des optiques beaucoup plus lumineuses, mais plus lourdes et beaucoup plus chères aussi. Lumix vient aussi de sortir un 85 mm 1.8 récemment. Donc vraiment, il faut regarder en monturel, 24-36. Donc il faut regarder un petit peu du côté des focales 1.8 si on veut débuter et goûter au flou dès la prise de vue sans se ruiner. Non, j'allais dire, je suis assez d'accord avec toi sur le... C'est vrai qu'on rêve tous du 85, hyper haut de gamme, etc. Mais faut pas négliger le 50-1.8, qui est souvent l'optique pas très chère. En tout cas, je sais qu'elle existe chez Nikon, je sais qu'elle existe chez Canon, je pense qu'elle existe chez d'autres fabricants. Et c'est des focales qui coûtent moins de 200 €. Enfin, pour moi, c'est génial pour démarrer du portrait. Alors on vient de parler évidemment d'objectifs, de bokeh, de profondeur de champ, mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est la mise au point et la manière dont on l'a fait. Pour en parler, je vous propose qu'on écoute Fabrice Abloaf, qui est chef produit chez Sony. Alors pour la petite histoire, Sony a été l'un des premiers constructeurs à mettre en place cette technologie hybride de détection d'œil. Il nous raconte un peu quelle est la réflexion de Sony sur le sujet et à quoi sert cette technologie dans l'exercice du portrait. On l'écoute. La mise au point en général, c'est quelque chose d'essentiel. Une photo réussie dans le concept, que ce soit en portrait ou ailleurs, c'est une photo dont la mise au point est faite au bon endroit. Donc, dans ce sens-là, la mise au point qui a commencé par détecter les visages était une intention logique. Et puis, avec la technologie, ça a été très intéressant, et Sony a été le pionnier, de faire la mise au point sur les yeux. Parce que, au final, quand on fait un portrait, mais pas que, ce qu'on cherche, c'est le regard. Une photo d'un portrait d'une personne, si c'est le nez qui est net, à part une intention créative particulière, la photo, elle est juste ratée. Et c'est donc, je pense, dans cette logique-là que les ingénieurs, il y a 6 ans, se sont dit, c'est vraiment l'œil qu'il faut aller chercher. On peut reconnaître les yeux parce qu'on a sorti des boîtiers, très tôt, des boîtiers hybrides, dont la mise au point était réalisée par le capteur et non pas par un système qu'on avait avant dans les réflexes différents. Et comme on analyse l'image par le capteur, on a beaucoup plus d'informations, de couleurs, de contrastes, de formes géométriques qui nous permettent justement de reconnaître les visages et de reconnaître les yeux. On fait appel à des algorithmes d'intelligence artificielle, on augmente la base de données de comparaison, de typologie de visage pour faire ce qu'on appelle du deep learning et apprendre à l'algorithme à reconnaître le visage et les yeux, même s'il y a une barbe, même s'il y a des lunettes, même si la peau est sombre, même si la peau est claire, même si on est de profil. Et tout ça, ça demande bien sûr donc beaucoup d'expertise d'algorithmique. Et puis, ça demande aussi beaucoup de puissance de calcul pour être juste plus précis sur comment l'utiliser aujourd'hui, parce que on est arrivé à des performances autofocus qui fait que on peut shooter à f1.2 en rafale à 30 images secondes avec un boîtier qui fait 50 millions de pixels sans avoir de perte de netteté et en suivant les yeux du sujet, même s'il avance, s'il recule dans un mouvement complètement, par exemple, portrait de mode, fashion photo, etc.
Quentin, comment tu fais la mise au point, toi, sur tes portraits? Ça te parle, ces nouvelles technologies, détection des visages, détection des yeux? Et est-ce que tu te sers du mode, par exemple, AFS, AFC? Alors ça, c'est en général, chez Canon, ça va être one shot à iServo pour garder ton sujet dans le collimateur, si je puis dire. Ah ouais, non, mais ça c'est génial, hein. Enfin, clairement, ce qui est marrant, c'est que bon, j'avais l'habitude de bosser quand même avec, comme j'ai beaucoup travaillé au 1DX, qui était un boîtier qui avait beaucoup de collimateurs. Bon, bah voilà, j'arrivais quand même à faire ma mise au point facilement, c'était rapide, etc. Mais alors, ouais, là quand je suis passé à l'hybride et que j'ai découvert cette fonction-là, faut pas oublier que à 1.2, même avec le meilleur autofocus ancienne génération, enfin à collimateur du monde, il y avait toujours des moments où le modèle il bougeait un tout petit peu. Et donc j'avais la mise au point sur le nez ou sur les oreilles, comme ce que disait l'intervenant. Et là, moi, depuis que je suis passé au R5, je fais de la détection de visage. Et en fait, je me pose même plus la question, genre, toutes mes images sont nettes, quoi. Ok, bon, bah, il va falloir qu'on commence à se diriger vers la fin de cette première masterclass. Peut-être pour conclure, en quelque sorte, Quentin, quels seraient tes 5 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'exercice du portrait en studio, que ce soit des conseils théoriques ou des conseils de configuration matos? Je vais peut-être reprendre déjà une chose que j'ai dit tout à l'heure, qui est d'essayer déjà de travailler avec une lumière, c'est-à-dire vraiment prendre le temps d'expérimenter et de prendre le temps de voir comment la position d'une lumière va énormément changer le rendu et l'expression qu'on va donner sur notre modèle. Le deuxième conseil, ce serait de réfléchir à qui on photographie, parce que quand on essaie de développer un travail d'auteur, je pense qu'il y a une partie aussi de ce qu'on va faire, de ce qu'on va exprimer en tant qu'auteur qui dépend de la typologie des personnes qu'on photographie. Quelqu'un qui fait de la photographie d'acteur de cinéma, c'est pas le même photographe que celui qui fait, par exemple, des portraits de routiers, où j'ai vu des super expositions d'un mec dont je ne trouve plus le nom, qui avait photographié des truckers en Australie. Enfin bref, ça ne raconte pas la même chose, et donc c'est intéressant de savoir quels sont les modèles qui vous intéressent, et pourquoi est-ce que ces modèles-là vous intéressent, plutôt que de partir un peu tous azimuts. Ensuite, clairement, c'est des compétences sociales, hein. C'est genre votre capacité à créer des liens avec une personne, c'est clairement, pour moi, pas l'assurance d'un bon portrait, mais je pense que ça fait vraiment beaucoup. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'emmener la personne que vous photographiez dans l'univers que vous lui proposez. Donc ça, c'est très bien. Après, clairement, il y a une question de référence. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de personnes qui posent beaucoup de questions techniques qui sont clairement importantes, hein. Mais je pense que la technique, elle doit toujours être au service d'un propos et d'une culture visuelle. Et c'est bien de passer beaucoup de temps à aller... Moi, je suis un peu geek aussi du matériel. J'adore aller chercher l'optique, la fonction, le boîtier, voir qu'est-ce qui va me donner le meilleur rendu, comment est-ce que je vais retoucher la peau, etc. Machin. Mais par contre, ce qui me paraît essentiel, c'est d'avoir une bonne culture visuelle, c'est-à-dire se renseigner sur des photographes. Moi, j'adore Nick Knight, j'adore Nadav Kander, David Lachapelle, clairement, c'était une grosse référence. Des portraitistes un peu plus anciens, comme j'en ai plus sous la main, là. Même Félix Nadar, c'est un mec qui faisait des mises en scène incroyables. Donc clairement, la culture photo et la culture du portrait, c'est essentiel. Quand j'étais à l'école de photo, que je m'intéressais un peu plus à la mode, je m'étais abonné à plein de Mac de mode, parce qu'en fait, on peut pas faire de la mode si on connaît pas les images, et le portrait, c'est un peu pareil. C'est vrai. Oui, mais tu parlais de culture visuelle. Moi, je me souviens de l'expo Irving Penn au Grand Palais. J'ai pris une claque visuelle ce jour-là. Ah non, mais c'est des classiques. Moi, je sais pas, en ce moment, je suis... en fait, après, tu sais, je trouve que l'exposition, c'est hyper dur de dire ça dans cette période. Mais par exemple, tu vois, je connaissais justement, un peu... Faut le dire, pour que ça revienne. Je connaissais un peu le travail je connaissais un peu le travail de Gregory Crutzen, que je trouvais intéressant sans plus. Et un jour, je suis à Berlin, je vois une exposition où il y a des tirages hyper grand format. Et alors là, j'ai pris une claque. Et en fait, tu comprends le shoot à la chambre 2025, tu comprends plein de trucs. Et vraiment, je trouve que parfois, c'est par l'exposition et c'est devant les tirages et devant que tu comprends le travail d'un photographe. Et voilà. Après, aujourd'hui, on a des photographes qui construisent des travaux pour Instagram, par exemple.
C'est une question de génération aussi, c'est-à-dire que tu as des images qui se découvrent très bien sur Instagram, et je sais pas si elles seraient mises en valeur dans une exposition. Mais ces photographes-là, dont tu parlais, Yves Ringpen, Helmut Newton, c'est des mecs qu'il faut voir en vrai, en fait. Enfin, faut voir leur tirage en vrai.